Bonjour à tous les jeunes, bonjour aux partenaires techniques qui nous accompagnent. Moi, c'est juste un remerciement. Un remerciement, mais aussi une félicitation à l'endroit de tous les acteurs qui concourent à la promotion de la santé de la reproduction en milieu jeune. Et c'est évident, ce n'est pas seulement les jeunes qui sont concernés, mais si nous avons les jeunes, il est de notre devoir de les accompagner pour qu'ils puissent être eux aussi des relais au sein des couches jeunes dont ils sont membres en association, mais aussi en ONG. C'est une fierté pour la Direction nationale de la jeunesse de participer aussi nombreux que possible aux émissions de télé que vous organisez sur la santé de la reproduction, mais aussi participer activement aux activités que vous menez sur le terrain. Madame, je viens d'arriver, mais je prends l'engagement que la Direction nationale de la jeunesse, à travers ma modeste personne, mais aussi le personnel, va vous accompagner au mieux de nos intérêts. J'ai le devoir de dire que le CNJ Mali et la DNJ Mali sont en collaboration étroite sur toutes les questions, notamment les questions de santé de la reproduction. Les associations membres du CNJ Mali pourront être aussi des relais sur le terrain. Là où nous ne sommes pas, ils pourront effectivement amener le message à bon endroit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, on sent que les jeunes sont dans la salle. Alors, je réponds à l'identité de Naba Fatmata Samake. Bienvenue dans la case de Djigia, le programme Jeunes Leaders Santé de la Reproduction des adolescents et des jeunes. Alors, pourquoi ce panel? Parce que tout simplement, nous travaillons avec des jeunes, nous sommes des jeunes, et le programme Djigia est un programme 100% jeune. Et nous avons des préoccupations, et nous voyons des problèmes, et il est temps qu'on échange pour vraiment trouver des solutions adaptées à nous jeunes par rapport aux questions de santé de la reproduction. Alors, l'ère du numérique, nous avons tous des smartphones, nous sommes tous sur Facebook, nous sommes tous sur TikTok. Et nous voyons des informations passer tout le temps. À cause des tabous, par rapport à des tabous liés au sujet de sexualité, au sujet de santé de la reproduction, nous n'avons malheureusement pas trop accès aux informations. Alors, nous nous rabattons sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, on le sait tous, c'est des couteaux à double tranchant. Et nous avons voulu vraiment échanger sur les bienfaits de ces réseaux sociaux, mais aussi les méfaits de l'utilisation de ces réseaux sociaux sur notre accès à l'information surtout fiable sur les questions de santé, droits sexuels et reproductifs. Pour échanger par rapport à ces défis, nous avons invité aujourd'hui 4 grandes dames vraiment engagées dans le domaine de la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Nous avons à ma gauche la jeune leader Fatmata Diarra de la région de Koulikoro, engagée vraiment à Koulikoro et présidente du réseau des jeunes leaders de Koulikoro, qui est avec nous. Nous avons aussi Dr Awaguindo, qui n'est pas du tout à présenter aujourd'hui, qui est une dame très engagée, qui nous a inspirés durant toute notre enfance pour qu'on puisse aujourd'hui aussi être engagés à côté d'elle. Et nous sommes ravis de l'avoir aussi avec nous. Nous avons également une grande communicante connue dans le domaine de la santé de la reproduction depuis des années, Madame Sané Ndiaye, qui est aussi vraiment engagée dans le domaine. Et nous avons aussi une journaliste blogueuse engagée, activiste et également fact-checkeuse, qui veut dire, elle traque les mauvaises informations, elle recherche la source et elle dit, bon, cette information, elle est vraie ou elle est fausse. Et elle travaille également à Bembéré. Elle est activiste, blogueuse sur les réseaux sociaux et elle est Kangai Sangari. Donc, nous allons leur donner la parole afin qu'elles puissent aussi dire un mot déjà sur ce qu'elles font dans la vie de tous les jours,
surtout dans le domaine de la santé et de la reproduction des adolescents et des jeunes. Et cette fois-ci, nous allons donner le micro à Dr Awa Guindo pour qu'elle puisse nous parler de ce qu'elle fait, de qui elle est et à quel degré est son engagement aujourd'hui pour l'accès à l'information correcte et crédible des adolescents et des jeunes. Merci. Sur la SR. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais rectifier, c'est un docteur. Je suis Mme Yanoupi Awa Guindo. De formation de base, je suis sage-femme. Master en santé sexuelle et reproductive. Je suis à l'Office national de la santé et de la reproduction, qui est une nouvelle direction pour les personnes qui ne le connaissent pas. L'ONASR, c'est la Direction nationale de la santé et de la reproduction. C'était une division, mais pour y répondre vraiment à l'engagement pris par nos gouvernements, en dehors au niveau mondial, l'ONASR a été créé pour mettre vraiment l'accent sur la santé de la mère et de l'enfant. Donc, depuis 2022, nous sommes avec l'ONASR. Et l'ONASR, il y a au moins 5 départements. Un département qui est dédié uniquement à la santé des jeunes et des adolescents. Et il y a un département planification familiale, un département recherche et communication et un département suivi évaluation. Je suis le chef de service de la planification familiale au sein de l'ONASR. Donc, je suis très honorée et enchantée vraiment d'être parmi vous et de m'avoir donné l'opportunité de parler de notre organisation et aussi de parler un peu de la santé des jeunes et des adolescents, qui est une priorité de notre direction de la santé et de la reproduction. Je vous remercie. Merci bien, Mme Yakwe Awa Guindo. Alors, nous allons passer à Mme Sanenjay pour une présentation. Merci beaucoup, Nava. Bonjour à toutes et à tous. Je réponds à l'identité de Sanenjay. Je suis spécialiste en communication sur la santé sexuelle et reproductive, spécifiquement sur la santé des adolescents et des jeunes. Et j'évolue dans le domaine de la santé et de la reproduction depuis 2001. J'ai travaillé dans plusieurs ONG nationales et internationales. J'ai servi à l'Office national de la santé et de la reproduction jusqu'au 30 septembre dernier. J'étais la coordinatrice nationale de la communication de la santé et de la reproduction au Mali. Aujourd'hui, le gouvernement m'a fait appel pour répondre au niveau du ministère de la refondation de l'État en tant qu'expert en communication. J'ai travaillé dans le domaine de la santé et de la reproduction pendant 25 ans sur la santé des adolescents et des jeunes. J'ai également travaillé dans le cadre du programme GIA à plusieurs niveaux. C'est un plaisir pour moi encore de contribuer à l'amélioration de la santé des adolescents et des jeunes au Mali. Je pense qu'au cours du débat, on va débattre de beaucoup de questions qui vont nous permettre de mieux comprendre les contextes par rapport à la santé reproductive des adolescents et des jeunes au Mali. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer le micro à Mme Kangai Sangaré. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'excuse pour ma voix, elle est grave et elle porte assez. Je suis Kangai Sangaré, journaliste blogueuse. Je travaille au niveau de Bembere. Bembere est un média et aussi une association de jeunes qui existe depuis 2018 avec l'aide de RNW Media. Donc à Bembere, nous avons 3 volets, à savoir Citizen Voice, qui s'occupe des questions politiques, gouvernance, culture. Et nous avons un deuxième volet dédié à la santé de la reproduction, Bembere Ladamour, et un troisième qui est la composante dédiée à la vérification des faits, Bembere Vérif. Du coup, je suis la chargée de programme sur le volet santé de la reproduction et planification familiale. Je suis journaliste de formation et aussi de pratique. J'écris des articles, je fais des vidéos
et aussi j'anime des débats sur la question de la santé de la reproduction et de la planification familiale. Merci. Alors, merci beaucoup, Madame Kangaï Sangaré. Alors, nous ne pourrions mettre en place ce plateau sans pour autant faire appel à nos jeunes leaders. Et Fatoumata Diarra représente les jeunes leaders du programme de Djigia aujourd'hui. Et nous allons lui passer le micro pour qu'elle se présente, mais aussi qu'elle nous parle du programme Djigia. Merci Nava. Bonjour à tous et à toutes. Je me nomme Fatoumata Diarra, la présidente du réseau des jeunes leaders de Koulikoro sur le programme Djigia. Je m'en vais présenter brièvement le programme Djigia parce que le programme Djigia est un programme à 100% jeune. Depuis que j'ai adhéré au programme Djigia, je peux dire que ma vie a évolué. Le programme Djigia est une initiative de l'Alliance CAEB et Corded, financée par le Royaume des Pays-Bas. Et puis, il contribue à l'amélioration. Son objectif est de contribuer à l'amélioration des indicateurs de jeunes et adolescents en donnant des informations saines et correctes à 1 500 000 jeunes d'ici 2027. Et puis, il a comme cible les jeunes de 10 à 24 ans. Voilà, Nava. Merci beaucoup, Fatoumata Diarra. Et en complément, le programme Djigia intervient sur 3 grands axes, notamment l'axe capacitation-autonomisation, l'axe choix et l'axe voix des jeunes. Et ces axes contribuent, comme elle l'a dit, à favoriser notamment l'accès à l'information des adolescents et des jeunes, à promouvoir également l'autonomisation des jeunes à travers la stratégie d'intervention épargnée pour le changement, SR-EPC, notamment appelée sur le terrain, la stratégie d'intervention SR-EPC, et ensuite, elle contribue également à développer le leadership des jeunes, mais aussi à éclairer les jeunes à faire le meilleur choix, notamment en concernant leur santé et de la reproduction. Et également, à travers ce leadership-là, le programme Djigia contribue également à aider les jeunes, à accompagner les jeunes, à plaider pour leurs droits et pour le respect également de leurs droits dans la communauté, mais aussi au Mali. Ce qui explique la présence de Fatoumata Diarra aujourd'hui avec nous. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le débat et nous allons échanger sur vraiment la fiabilité des informations SR au Mali par rapport aux adolescents et des jeunes. Et pour ce faire, nous allons commencer avec Fatoumata Diarra. En tant que jeune leader engagé, comment décrivez-vous la situation actuelle de l'accès à l'information sur la santé reproductive chez les jeunes au Mali, notamment en milieu rural? Merci de me redonner le micro. D'abord, je peux dire qu'ici au Mali, présentement, les jeunes n'ont pas accès à beaucoup d'informations. L'accès, elle est limité et puis inéquitable aussi à cause des discussions taboues et puis les insécurités et à la distance des centres de services aussi. Aujourd'hui, l'information, je peux dire, les jeunes n'ont pas accès. On fait la sensibilisation. Et puis, il y a les campagnes nationales aussi, à travers les ONG et de la société civile. Mais avec tout ça, ça demeure problématique. Moi-même, sur le terrain, je peux prendre un exemple. On part pour les sensibilisations, on sensibilise les gens. Tu dis tout ce que tu as dans le ventre, épuisé la journée. Tu vois que à la fin de la journée, les gens qui partent à l'hôpital, ce n'est que... Ça peut être compté, quoi. Donc, je peux dire les jeunes ne peuvent pas se fier à l'information. Je ne sais pas, c'est par la honte ou quoi, je ne sais pas. Mais je peux dire quand même aussi que... Je vais dire, ni où tu as une information, ni où bas sur le genre là, tu es déjà fait. Il y a des jeunes où bien ou quand ils m'ont, car ça, vraiment, j'ai besoin de te parler. Qu'est-ce fait? Donc, tu partes, il te dit... Ah, il y a eu ceci, il y a eu cela, donc je suis enceinte, je vais avorter. Ils ont dit que cette association, bien cette clinique peut faire ça. Là. Donc, là, ils partent demander l'information. Mais à part ça, l'information, non, il n'y a pas d'accès, c'est limité. Ok, Fatoumata Diarra dit que l'accès à l'information, elle est limitée et généralement, les jeunes vont vers l'information quand il est pratiquement trop tard. Alors, nous avons Madame Yalkoué avec nous. Par rapport à cette intervention, quelles sont aujourd'hui
les principales priorités du Mali en matière d'accès des jeunes à l'information et aux services de santé de la reproduction. Merci Naba. Merci Naba pour la question. Je remercie aussi Jara pour tout ce qu'elle est en train de dire par rapport à l'information. Quand vous dites le Mali, il s'agit de l'Office national de la santé et de la reproduction, qui est le bras technique aujourd'hui en matière de santé sexuelle et reproductive du ministère de la Santé. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons un département dédié uniquement à la santé des jeunes et des adolescents. Donc notre principale priorité, c'est l'amélioration d'abord de la santé des jeunes et des adolescents à travers la diffusion des informations d'abord fiables et sûres, à travers la coordination, vous l'avez dit, je suis en train d'apprendre aussi dans la salle l'existence de beaucoup d'associations de jeunes, d'associations par rapport aux activités de la santé et de la reproduction. Le ministère de la Santé, qui est dans le bras technique et l'ONASR, est la structure qui doit coordonner toutes les interventions en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc, notre priorité, c'est de faire la cartographie d'abord de toutes les intervenants en matière de santé sexuelle et reproductive. Nous sommes en train de travailler avec des ONG, parce qu'aujourd'hui, avec Bangé Damou, qui est une ONG dont la principale activité, c'est sur les jeunes. Donc, nous avons une plateforme qui doit identifier les rumeurs et les traiter. Donc, ça, c'est une priorité parce qu'elle l'a dit. Nous savons qu'il y a beaucoup de rumeurs. Nous savons aussi qu'aujourd'hui, les jeunes utilisent, qu'on le veuille ou pas, que ce soit au niveau, en milieu informel ou formel, les réseaux, que ce soit Facebook ou TikTok, et les messages passent, c'est des messages qui ne sont pas tout le temps des vrais messages, donc les jeunes vont généralement vers ces plateformes. Donc notre rôle aussi, notre principale priorité, c'est des capacités à travers la formation des communicateurs qu'on a déjà commencé, parce que l'ONASR a dynamisé les réseaux des journalistes qui ont reçu la formation sur la santé de la reproduction en général, mais particulièrement la santé des jeunes. Nous sommes en train aujourd'hui de renforcer la capacité aussi des infirmeries scolaires sur la santé des jeunes et la santé des jeunes et des adolescents. Et nous sommes en train de capaciter aussi les prestataires de santé, parce que nous savons que je travaille dans la SR depuis plus d'une trentaine d'années, et nous savons que l'accès à la santé des jeunes est un problème même au niveau des prestataires, parce qu'ils sont parfois jugés, mal compris. Donc nous sommes en train de travailler sur ça, capaciter les prestataires pour que ces prestataires puissent répondre aux besoins des jeunes et des adolescents. Et nous sommes en train de dynamiser les espaces sûrs, parce qu'il y a même eu, comment dirais-je, des notes techniques par rapport à cet aspect pour que les jeunes puissent avoir accès à des services de qualité. Quand nous parlons des services de qualité, il y a la partie information et la partie offre. Et il y a aussi des ONG que nous accompagnons, parce qu'il y a eu à Caille et à Kita, avec l'ONG Yélé, qui a mis en place
une plateforme qu'on a dit, on dit qui l'a dit. Et ça a été expérimenté. Et aujourd'hui, cette plateforme a été remise à l'ONASR pour la pérennité de l'activité. C'est pourquoi aujourd'hui, l'ONASR vraiment veut faire la cartographie de toutes les interventions en matière de santé des jeunes et des adolescents. Donc, c'est notre priorité pour que tous les jeunes puissent avoir accès à des informations claires, précises et aussi à des services de qualité de santé sexuelle et reproductive. Donc, c'est notre priorité. Et nous, jeunes, nous sommes vraiment ravis d'entendre ça. Ensemble, on sonne. Ensemble, on sonne. Clap tout. Triplé. Merci beaucoup. Et nous allons passer à la blogueuse qui est très active sur les réseaux sociaux. Donc, en tant que blogueuse active dans le domaine de la santé en général et de la santé de la reproduction, comment évaluez-vous la qualité des échanges en ligne par rapport aux questions de santé de la reproduction? Et souvent même, on va titiller un peu les internautes aux questions de sexualité, surtout par rapport aux adolescents et aux jeunes. Ok, merci beaucoup Naba. Par rapport à la qualité des échanges en ligne sur les questions SR, à mon avis, la qualité est très inégale. Parce qu'il faut le reconnaître, nous constatons de plus en plus beaucoup d'intérêt des jeunes pour ces questions. Les jeunes sont très intéressés par les questions SR, mais malheureusement, les informations qui sont disponibles en ligne sont très souvent imprécises. Il y a beaucoup de confusion. Souvent, ils sont erronés, souvent complètement fausses. Et en tant que fact-checkeuse, nous rencontrons également beaucoup de rumeurs, de tabous ou de croyances erronées qui sont sur la santé et la reproduction. Et malheureusement, ce sont les contenus qui sont très viraux, qui sont très consommés par la jeunesse et qui suscitent beaucoup d'intérêt. Parce que l'être humain de nature est attiré par le sensationnel. Donc, c'est ces acteurs de fausses informations-là mis sur ça, mis sur l'émotion pour pouvoir attirer l'attention des adolescents et jeunes. Donc, les informations qui sont vraies, qui sont vérifiées, qui sont scientifiques, suscitent peu de réactions malheureusement. Mais d'autre part, nous avons aussi des plateformes, des jeunes leaders qui sont très engagés et des acteurs de santé aussi, des agents de santé qui ont compris et qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Et nous avons également des journalistes qui se spécialisent dans le domaine et qui jouent désormais un contrepoids, heureusement. Donc, l'idée serait vraiment d'amplifier ces voix fiables-là et aussi de favoriser les contenus qui sont sûrs, qui sont de qualité et qui sont accessibles à tous. Merci beaucoup, Madame Kangai. Et ensuite, nous allons revenir aux jeunes parce que nous parlons beaucoup de désinformation, nous parlons des informations qui ne sont pas souvent fiables. En tant que jeunes capacités par le programme Djigia, quelles sont vraiment ces informations qui vous étonnent souvent sur les réseaux sociaux, des exemples d'informations vraiment qui ne calent pas souvent avec la réalité ou bien la crédibilité et qui met en jeu la vie de certains jeunes. Si vous pouvez nous en dire quelques messages ou quelques informations vraiment erronées pour qu'on puisse vraiment savoir à travers ce débat aussi que certains messages qu'on dit souvent ne sont pas vrais et qu'il faut aller vers des sources fiables. Merci Nava. C'est un plaisir de répondre à cette question. Comme je l'ai dit, sur le terrain pratiquement, on rencontre des gens qui disent certaines rumeurs, certaines fausses rumeurs, surtout sur la contraception. Il y a une femme déjà qui a dit que déjà que tu fais le dépôt d'un implant ou bien d'une jadelle, une fois dans le corps que ça se perd. Et elle affirme aussi que son ami lui a dit que son ami a fait le dépôt au bras, mais que c'est venu jusqu'à la cuisse.
Mais ces jours-là, on lui a demandé comment ça peut se faire. On a essayé de la sensibiliser et d'aller voir notre prestataire à l'AMPPF et lui dire, il lui fournira des informations claires là-dessus. Il y a des gens aussi qui disent que la pilule abortive a des effets inverses. Une fois que tu le prends 2 à 3, tu peux avoir des jumeaux ou bien des quadruplés. D'autres disent aussi que les condoms et puis les autres là, ce ne sont pas réels. Et ils disent aussi qu'ils n'ont pas besoin de la contraception qu'à travers les tafos. À travers les tafos, ils peuvent retenir l'air menstrué. D'autres disent ça aussi. Bon, je peux dire à l'activité ou bien sur le terrain, on confronte beaucoup de rumeurs là-dessus. Il y a des gens même qui refusent de nous croire quand on les sensibilise. Mais il faut qu'on appelle notre prestataire ou bien on appelle notre supérieur pour qu'il leur dise un peu ou bien leur informe un peu sur ce qu'ils avancent, que ce n'est pas vrai. Et sur la sexualité même, on ne peut pas en parler. Même si on essaye de parler sur le condom, ils vont dire que nous sommes tous les mêmes. On est des prostituées ou bien on est comme ça, on est comme ça. Vous voyez? Donc, ce n'est pas facile. Les fausses rumeurs, il y en a trop. On retient les fausses rumeurs, il y en a trop. Il y a une réticence sur le terrain. Et j'espère que les jeunes leaders du programme sont assez armés pour faire face à ces fausses rumeurs et à agir pour que leurs pairs ne soient pas en erreur. Donc, pour ce faire, nous avons Madame Sané Ndiaye, experte en communication. Et on va lui demander vraiment, selon ses expériences dans la communication pour le changement social de comportement positif, quelle est selon vous la principale cause de la désinformation en matière de santé de la reproduction au Mali? Merci Naba pour la question, une grande question d'ailleurs. Je pense que depuis plus de 20 ans, on est en train de chercher la réponse à cette grande question. Mais je vais essayer quand même, selon mes expériences. La désinformation, en fait, il faut comprendre déjà que la communication en matière de santé de la reproduction repose sur les piliers, notamment sur la création de la demande, sur le changement de comportement. Et quand on parle de changement de comportement au niveau social, il faut vraiment aller sur plusieurs bases. Notamment, il faut véhiculer la bonne information par rapport à toutes les thématiques sur la santé de la reproduction. Il faut aussi prendre en compte l'approche jeune et ado. Qu'est-ce qui intéresse les jeunes? Comment est-ce qu'on peut les informer? Comment les avoir? Comment les amener à comprendre les thématiques et à changer de comportement? Donc, c'est la grande question. Quand on réunit tous ces aspects, c'est ce qui englobe en effet ce qu'on appelle la désinformation autour de la santé de la reproduction. Il y a les obstacles qui sont là, qui sont déjà mis en place par la société, liés à notre culture, à nos coutumes, à notre religion. Comment est-ce qu'il faut les lever? Moi, j'ai toujours animé ces débats-là avec les religieux qui n'acceptent pas qu'on parle de sexualité en milieu jeune. Et nous, en tant que spécialistes en santé sexuelle et reproductive, nous savons que notre problème, c'est les adolescents et les jeunes. Qu'on le dise ou pas, c'est des gens qui sont vraiment actifs sexuellement et ils s'y mettent sans avoir les informations qu'il faut. Et vraiment, ça devient un problème. Comment résoudre ce problème? Il faut déjà leur donner l'information fiable. Kangai a parlé des réseaux sociaux, des réactions. Et comment est-ce qu'on doit répondre à ces réactions? Comment est-ce qu'on doit mettre sur ces réseaux sociaux-là et armer les passages des adolescents et des jeunes avec les informations fiables? Si on arrive vraiment à résoudre toutes ces questions, je pense qu'on pourra vraiment lever les tabous par rapport à la désinformation. Mais il faut des stratégies de communication adéquates, adaptées aux adolescents et aux jeunes. Il faut aussi que les cibles aussi s'associent à ces gens-là qui veulent vraiment amener ces cibles à changer de comportement. Nous avons tout le temps des programmes de santé de la reproduction liés aux adolescents et aux jeunes. À la fin des financements, les programmes s'arrêtent. Et nous ne mettons pas en place ce mécanisme pour pérenniser les acquis, pour que ce mécanisme de communication puisse continuer au-delà même de l'appui des partenaires. C'est ça, en fait, notre grand problème. Et on revient à la source, à nos vieilles habitudes. Et la jeune vient de parler de quelques messages qui sont, malheureusement, au ce jour, on ne devrait pas être à ce niveau au Mali.
vous êtes témoin avec moi, il y a un débat qui ne se tient plus actuellement par rapport à l'excision. On a dépassé ces débats. Mais il se trouve qu'on est en train de revenir sur nos vieilles habitudes. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, en tant qu'acteurs, on a arrêté de continuer à œuvrer dans ce sens. C'est pourquoi il faut que les mécanismes qu'on met en place pour qu'on puisse lutter contre ces désinformations, pour que les gens puissent changer de comportement, avoir l'accès à l'information, ce mécanisme soit vraiment de longue durée, qu'on puisse s'étendre sur ça continuellement et que ça soit notre habitude quotidiennement pour qu'on ne revienne pas vers nos anciennes habitudes. C'est ça le grand défi par rapport à l'accès à la communication et à la désinformation. Des stratégies de communication bien élaborées qui sont vraiment actives pour un moment et après, bof, le silence total, on n'en parle plus et les gens se disent que donc, ce n'est plus d'actualité, on ne doit plus le faire. Par exemple, on a arrêté de parler de VIH et maintenant, à un moment donné, tout le monde se protégeait, tout le monde portait le préservatif. Maintenant, qu'est-ce que les gens font? Le VIH n'existe plus. On a tendance à laisser les préservatifs, à arrêter de se protéger. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va revenir à quoi? Le taux de personnes atteintes de VIH va augmenter. En fait, c'est ça notre grand problème par rapport à la désinformation. La communication doit être continuelle et vraiment renforcer tous les acteurs qui sont au niveau communautaire et qui contribuent à donner cette bonne information, les leaders communautaires, les jeunes, les femmes, les médias. Les médias, c'est vraiment le bras le plus sûr en matière de communication communautaire. Parce que nous avons des émissions au niveau communautaire, des baronnies, qui sont bien écoutées, qui mettent en scène des situations auxquelles nous faisons face quotidiennement. Donc, on doit vraiment s'apaisantir sur ces aspects. Et cette année, on parle aussi de valoriser la culture. Nous avons des pratiques culturelles qui enseignaient autrefois. On les a abandonnées. On doit revenir vers ces pratiques-là pour qu'on puisse continuer à mettre en place ce mécanisme pour le changement de comportement en faveur de la santé de la reproduction. Donc, je pense que c'est ce que je peux dire à ce stade par rapport à la désinformation. Merci beaucoup, Madame Sané. Comme vous êtes communicante, nous allons vous adresser une autre question. Déjà, vous avez parlé des défis, vous avez parlé également de tout ce qu'il y a comme action vraiment à revoir. Mais en termes de stratégie, en parlant de stratégie, que recommanderiez-vous pour vraiment former, accompagner les jeunes influenceurs et diffuser des informations et des messages justes et sensibles? Il ne faut pas me faire parler parce que une fois on a tapé sur moi sur les réseaux sociaux, à chaque fois que j'aborde ce sujet des influenceurs, c'est quoi les influenceurs et comment est-ce qu'ils communiquent? Est-ce qu'ils sont efficaces dans leur communication? Est-ce que c'est des communicateurs professionnels? Moi, ce sont mes soucis en fait. Comment est-ce qu'ils ont les informations qu'ils mettent sur les réseaux sociaux? Est-ce que ces informations sont fiables? Est-ce qu'ils ont une bonne formation? C'est des questions auxquelles on doit répondre. On doit mettre en place, je le dis tout le temps, ce mécanisme pour les accompagner d'abord. Il faut que ces influenceurs soient dotés en bonne information. Et il faut aussi qu'ils soient vraiment reconnus. Je parle sous contrôle des Niamoué. Je sais qu'il y a ce phénomène d'influenceurs maintenant, mais dans le cadre de la régulation de la communication, ce n'est pas tout à fait reconnu comme des communicateurs professionnels. Donc malheureusement, c'est des gens qui touchent le maximum de personnes et spécifiquement des adolescents et des jeunes. Donc moi, je pense que la priorité des priorités, c'est maintenant d'essayer de les mettre en réseau et de les perfectionner, de les capaciter à pouvoir communiquer sur ces thématiques sensibles sur la santé de la reproduction. Parce que vous avez vu, par exemple, je ne vais pas donner des noms d'artistes qui communiquent avec des armes, qui arrivent à influencer les jeunes. Parce que les jeunes se disent que pour que je sois vraiment comme lui, il faut que je sorte avec des tenues spécifiques, que je parle autrement, que je fasse des choses à mes parents qui peuvent vraiment nuire moi-même à ma santé. Donc, c'est des gens comme ça qui doivent être vraiment sensibilisés à changer de comportement pour qu'ils puissent influencer sur les autres. Donc, la question des influenceurs, c'est vraiment une question délicate. Et malheureusement, on est obligé de travailler avec eux et on est obligé de les rendre plus professionnels, de les doter en communication,
en outil, de les outiller pour qu'ils puissent vraiment communiquer sur des thématiques sensibles. Ils peuvent communiquer sur tout ce qu'ils veulent, mais la santé de la reproduction, c'est vraiment des thématiques sensibles. Je l'ai toujours dit, on ne peut pas travailler dans le domaine de la santé de la reproduction si on ne s'aligne pas avec les experts en la matière. Donc, ces influenceurs ne sont pas experts. Donc, je profite en même temps pour lancer un message au ministère de la Communication de vraiment essayer de mettre le maximum de mécanismes en place pour vraiment réguler cette question d'influenceurs, de vidéoman, pour qu'on puisse avoir des contenus de qualité, des contenus éducatifs, des contenus qui peuvent vraiment influencer nos enfants sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des informations qui vraiment donnent l'effet non recherché, contraire sur les adolescents et les jeunes. Or, nous, notre communication, on veut aussi que ça soit impacté sur la fréquentation des centres de santé. On communique depuis plusieurs années en matière de santé de la reproduction. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à donner des données fiables. On n'arrive pas à se dire, par exemple, sur 100 jeunes informés lors d'une activité de communication, quel est le pourcentage de jeunes qui sont allés vers un centre de santé. À ce jour, en tout cas, je peux le dire sans me tromper, aucune structure, même l'ONASR, n'est pas capable de faire sortir ces données-là sûres. Donc, il faut qu'on arrive déjà à mesurer ces informations, qu'on puisse être sûr que nos communications donnent de bons résultats. Et les acteurs qui viennent en appui, qui nous aident, qui communiquent avec nous, qui nous appuient et qui renforcent ce changement de comportement aussi, donne des résultats positifs par rapport à l'augmentation de la fréquentation des centres de santé. Parce que tu peux demander à un jeune, il faut se planifier. S'il dit oui, j'ai compris, je dois porter les préservatifs, la double protection. Mais si le jeune ne va pas voir la prestataire de santé ou le prestataire de santé, est-ce que ton information est vraiment à donner des fruits? Pour moi, non. Parce qu'il peut acheter le préservatif et l'utiliser et mal l'utiliser et vraiment tomber enceinte ou bien attraper une maladie sexuellement transmissible. Ça veut dire que l'information doit être complétée ailleurs. Donc, c'est ce mécanisme qu'on doit mettre en place. Et je me demande si les influenceurs sont capables de mettre tout ce mécanisme en place. Donc, pour vraiment conclure, ces influenceurs-là doivent être accompagnés par tous les acteurs, à tous les niveaux, pour que les contenus qu'ils mettent sur les réseaux sociaux soient des contenus de qualité et que ces influenceurs doivent aller vers le professionnalisme à ce niveau. Merci. Ok, Madame Sané, merci beaucoup pour ces réponses édifiantes. Maintenant, nous avons parlé vraiment des influenceurs. Nous avons parlé également de tous ceux qui sont des artistes et des slameurs, même des rappeurs, qui sont aujourd'hui vraiment suivis par les jeunes et les adolescents. Et c'est une vraie influence au niveau rural comme au niveau comme urbain. Mais aujourd'hui, nous sommes face à cette situation et il nous faut trouver des solutions. Et Kangai Sangaré, je m'en vais m'adresser à vous parce que nous savons que nous sommes dans une société où les questions liées à la santé de la reproduction, surtout concernant les jeunes et les adolescents qui ne sont peut-être pas mariés, est difficile. Et sur les réseaux sociaux, il y a des sujets aussi qui sont difficilement traités, même si on les publie à travers nos expériences, il y a peu de réactions, mais il y a beaucoup de lectures. Et à travers certains influenceurs également, il y a des sujets qui sont abordés de façon, je dirais pas négative, mais pas du tout professionnelle. Et ça conduit les jeunes en erreur. Donc, quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour produire et partager du contenu sensible sans heurter les valeurs culturelles, surtout au Mali? Parce que nos jeunes nous suivent et nos jeunes sont là et ce sont des acteurs sur le terrain et des acteurs aussi sur les réseaux sociaux. Comment faire vraiment pour véhiculer ces messages-là, pour ne pas vraiment heurter nos valeurs culturelles et rester dans le contexte malien, comme on le dit souvent à la malienne, tout simplement. Merci. Est-ce qu'on a des leaders culturels ici? Au fait, que ce soit sur les thématiques en lien avec la SR ou pas, je pense qu'il faut toujours contextualiser les messages qu'on souhaite véhiculer sur les réseaux sociaux.
en prenant en compte les sensibilités de nos cibles. Ça, c'est très important. Donc, ensuite, ça, on peut le faire pour ne pas heurter la sensibilité des gens. Il faut également prendre en compte les sensibilités culturelles, c'est-à-dire ne pas traiter les sujets SR de façon, entre guillemets, vulgaire. C'est ce qu'on voit très souvent sur les réseaux sociaux. Parler SR, communiquer, sensibiliser, mais sans pour autant aborder des sujets qui peuvent gêner, qui peuvent nous confronter aux acteurs ou aux leaders religieux et culturels. C'est aussi très important. Donc, c'est ce que je peux dire. Ensuite, il faut également impliquer ces leaders-là à tous les niveaux. Je pense que beaucoup l'ont compris. Et dans beaucoup de nos activités, les gens associent les leaders communautaires, les leaders religieux, parce que ce sont des acteurs qui peuvent nous aider à légitimer ce qu'on dit, mais aussi à faciliter l'acceptation de beaucoup de bonnes pratiques dans la société. Ensuite, c'est vrai qu'avec la montée en puissance des story time sur les réseaux sociaux, les témoignages et les récits n'ont plus de crédibilité. Mais auparavant, c'était aussi des alliés, l'un de nos meilleurs alliés pour sensibiliser, pour créer de l'empathie, mais aussi pour pousser vers le changement de comportement. Donc, il y a aussi l'aspect des tons utilisés pour communiquer. Lorsqu'on s'adresse aux jeunes, on a constaté que les jeunes n'aiment pas les tons moralisateurs. Ils préfèrent les tons éducatifs, les tons qui sont, je dirais, plus empathiques que des tons moralisateurs. Donc, ce sont les constats que moi, personnellement, j'ai fait par rapport à la communication sur la SR via les réseaux sociaux. Voilà. Alors, nous parlons des réseaux sociaux, nous parlons du numérique et nous parlons également de l'accès des jeunes à l'information, mais aussi aux services de santé. Alors, Madame Yelkoué, on a une question par rapport à l'accès vraiment des jeunes aux services de santé et comment les professionnels de santé peuvent-ils s'approprier les outils numériques et même les médias sociaux pour mieux accompagner les jeunes et faciliter leur accès aux services de santé de la reproduction. Merci Naba. Je m'avais un peu répondre à Sané quand elle dit qu'il n'y a pas de pérennité par rapport aux activités. Je dirais aujourd'hui, avec l'opérationnalisation de l'ONASR, elle était chez nous. Elle sait que nous avons un département dédié à la recherche et à la communication. C'est vrai, c'est une direction jeune. Mais l'ONASR aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, veut mettre en réseau. Parce que nous, comme elle l'a dit, on ne peut pas, aujourd'hui c'est incontournable que les jeunes s'informent à travers les réseaux. Mais l'ONASR est là pour mettre en réseau tous ces groupements de jeunes, des influenceurs et tous ceux qui interviennent en matière de SR pour que ces gens-là soient mieux capacités pour que nous puissions diffuser des informations fiables qui peuvent répondre aux besoins des jeunes et des adolescents. Nous savons que c'est un défi, mais l'ONASR est là-dessus parce que nous avons un département dédié à la communication qui est à la tâche. Elle était chez nous, donc elle a beaucoup travaillé dans ces cadres. On a même dynamisé les réseaux des communicateurs, les hommes des médias, qui ont été largement capacités sur les questions des jeunes et des adolescents. Et je pense qu'elle l'a dit, les influenceurs, que ce soit sur les questions de santé, que ce soit sur les questions d'éducation et autres, nous, on n'a pas d'emprise là-dessus, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est de les mettre en réseau, les capacités pour qu'ils puissent donner des informations fiables et sûres pour y répondre aux questions des jeunes. Par rapport aux prestataires, je pense que aujourd'hui, le numérique, ça c'est vraiment un cri de cœur de notre directeur.
il le dit, même par rapport à l'utilisation de Facebook, des réseaux, de WhatsApp, de Twitter. Il est en train d'abord de former les agents même, que ce soit de tous les départements de l'ONASR par rapport à l'utilisation, d'abord à comprendre ce que c'est que les réseaux, avoir les informations et à l'utilisation de ces réseaux. Nous sommes en train de travailler sur ça. Et la division, comment dire, le département santé des jeunes est là pour former les prestataires à tous les niveaux, que ce soit au niveau des structures de santé et que ce soit au niveau des infirmeries scolaires. Nous venons de terminer la formation dans toutes les régions des prestataires des infirmeries scolaires sur les questions de santé sexuelle et reproductive pour qu'ils puissent répondre non seulement en information mais aussi à des prestations de qualité. Donc je pense que c'est une structure jeune, mais nous sommes en train de le faire. Quand elle dit qu'à la fin des projets, il n'y a pas de pérennité, qui l'a dit? Tu connais qui l'a dit, qui a été mise en place par une ONG Yélé, mais aujourd'hui, qui l'a dit, dirigé par qui? Ce n'est pas l'ONASR? C'est l'ONASR. C'est l'ONASR qui prend ça. Donc vraiment, l'ONASR est là. Je sais que nous avons vraiment beaucoup de défis, nous avons des insuffisances, mais nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que nous puissions cerner toutes ces questions par rapport à la bonne information, par rapport à la prestation de qualité. Merci beaucoup, Madame Yalkoué. On va revenir à Madame Sané, vraiment. Merci pour ces éclaircissements par rapport à la pérennité des projets. Et ces projets sont souvent dédiés, ciblent les jeunes et les adolescents. Et nous avons la chance d'avoir un jeune avec nous ici, Fatmata Diarra, par rapport en tant que bénéficiaire, par exemple, du programme Djigia. Je sais que vous, membres du réseau, vous travaillez également et vous êtes sollicité par d'autres projets et programmes. Quelle est vraiment votre appréciation par rapport à cette collaboration des jeunes avec les projets et programmes, et spécifiquement avec Djigia, et maintenant à la suite et à la fin de ces projets, comment est-ce que vous, en tant que jeune leader, vous faites pour vraiment maintenir le rythme et continuer à être engagé et à mener des actions de sensibilisation et de plaidoyer? D'accord, merci Naba. Quand même, ça ne sera pas facile, mais on peut le faire. Ouais. Là-bas à Koulikoro, j'ai un bureau très dévoué. Ils sont toujours là. Quand je leur appelle même, je dis seulement, ah, les bureaux, j'ai besoin de vous les jeunes. Il y a ça par ici, il y a ça par là. Comme tu l'as si bien dit, on a des partenaires avec d'autres associations, comme le mouvement Mali RR. J'ai cité la MPPF. On a eu des formations par rapport à la femme à moi. Tout ce qui concerne la santé de la reproduction, on a participé. Bon, avec le programme ou sans le programme, on a l'intention d'avancer. On a même fait des aveux. On a même fait des aveux avec le programme Djigia. Et Inch'Allah, si ça marche, on pourra faire beaucoup de choses sans le programme Djigia. Mais sur le terrain, quand même, ce n'est pas facile. Les causeries des grains, les sensibilisations, les campagnes, ce n'est pas facile du tout. Mais on fait l'effort. Avec vous, avec les ADC et puis avec les chefs, les coordinateurs PMO, ils sont tous là pour nous. À chaque fois qu'on les appelle, ils sont tous là pour nous. Voilà. Alors, quelles sont les difficultés vraiment que vous rencontrez sur le terrain? Mais malgré ces difficultés, vous parvenez à mener des actions, vous faites beaucoup de choses. Quoi et quoi, par exemple? Bon, les difficultés qu'on mène souvent, je l'ai si bien dit. Ils disent souvent qu'on est tous des prostituées. Ou bien la vente des, comment dire, voilà, la vente contraceptive, ou bien la sensibilisation des produits contraceptifs. La publicité même en tout, quoi. Parfois même en causerie, on amène les condoms avec nous pour que les jeunes puissent y participer. Mais on a vu que c'est à cause des condoms qu'ils partent.
Donc, si on amène les thés et les sucres, ils disent qu'ils ne sont pas là pour ça. Où sont leurs cadeaux? Donc, quand on montre ça, ils disent que pourquoi on fait ça? Il y a des gens qui nous demandent pourquoi vous faites ça. Ça, c'est de la prostitution. Mais on leur répond, ce n'est pas de la prostitution. Quand tu mènes une vie associative ou quand tu travailles sur la route de la santé de la reproduction, il y a beaucoup de choses que tu sauras que tu n'as jamais su. Moi, en tant que jeune leader, avant que j'adhère dans le programme, vraiment, je ne savais rien sur la santé de la reproduction. La première formation que j'ai eue avec la MPPF, c'était avec Mme Sané, bien sûr. C'est ce jour-là que j'ai su que vraiment, j'étais dans l'obscurité. Donc, dans la famille, toutes les filles qui sont là, de 10 à 14 ans, je les amène avec moi. Leurs amis, je leur dis, je fais la publicité du projet, je fais la publicité des associations. On les amène avec nous, on les aide à faire comment une causerie, comment même ce que c'est que la santé de la reproduction. On cherche à savoir, même si ce n'est pas les formations, on adhère les nouveaux volontaires. On fait de notre mieux en un mot, quoi. Mais il y a des problèmes sur le terrain, vraiment. On raconte beaucoup de problèmes. On nous dit beaucoup de choses qu'on n'est même pas prêt à attendre. Il y a des gens même qui disent encore que vous faites ça. Est-ce que si vous me donnez l'économe, vous êtes prêt à m'accompagner? Sur le terrain même, on a un jour appelé notre chef, Pemo Abdou. On a dit qu'on a rencontré 7 problèmes aujourd'hui, 6 problèmes aujourd'hui. Il dit, ça va aller. On a tous fait ça. On est tous passés par là. Il nous réconforte à tout moment avec Binta et puis Nasser, vraiment. Merci beaucoup Fatmata Diarra pour ces témoignages, vraiment. Et nous en sommes vraiment ravis pour vraiment avoir mis en place ce cadre d'échange-là. Comme on l'a dit, c'est un panel, mais aussi c'est un cadre d'échange. L'audience nous a beaucoup écoutés et les questions ont été posées et vous avez répondu. Et je pense que l'audience aussi a peut-être des questions à adresser soit aux panélistes, soit aux jeunes leaders, soit même contribuer et ajouter quelque chose à ce que nos panélistes ont eu à dire. Parce que les questions de santé de la reproduction, surtout concernant les adolescents et les jeunes, c'est notre affaire à tous. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois même, je dirais, vieux, jeune, tout le monde, c'est l'affaire de tout le monde et c'est l'affaire de tous. Donc, généralement, les gens disent que non, quand on parle de santé de la reproduction, c'est une affaire de femmes, mais non, c'est une affaire de tout le monde. Donc, le micro est ouvert pour 10 minutes à ceux qui veulent poser des questions aux panélistes avant qu'on ne fasse un dernier tour pour clôturer cette session. Donc, si vous souhaitez vraiment contribuer, merci vraiment de nous faire signe. Ok, bonjour à tout un chacun ici présent. Je réponds à l'identité de Sagara Charles Yegui, étudiant en sciences de santé à la faculté de médecine et d'odontostomatologie de Bamako. Aujourd'hui, j'ai une petite question que j'aimerais adresser à nos très chers panélistes et une petite idée aussi à apporter comme pierre à l'édifice. Ma question elle est la suivante. Volet influenceur. Depuis un petit moment maintenant, entre nous jeunes, on parle de ce volet-là, côté influenceur et tout, pour véhiculer les messages sur essentiels dans le domaine de la SRPF. Maintenant, au lieu de faire appel aux influenceurs locaux, pourquoi ne pas plutôt sélectionner les jeunes déjà engagés dans le domaine de la SRPF à travers les associations de mouvements spécialisés? Parce que je peux dire que ces jeunes sont déjà disposés, ces jeunes disposent déjà des compétences nécessaires pour transmettre les informations sûres et fiables, puisqu'ils sont déjà activement impliqués sur le terrain. Comme dit l'adage, rendons à César ce qui lui appartient. Au lieu de sauter sur nous jeunes qui œuvrons déjà dans le domaine de la SRPF à travers nos activités d'information, de sensibilisation sur le terrain, pourquoi ne pas nous former nous, au lieu de partir vers ces influenceurs locaux? Pourtant, on peut faire le même travail que eux. Je dirais, on peut mieux faire même que eux. Voilà, merci. Bonjour à tous, je suis Siré Traoré, étudiante en 3e année médecine, également artiste slameuse. J'aimerais poser une question à Madame Kandaï Sangari. Donc, concernant les réseaux sociaux,
Par exemple, on voit une information fausse sur les réseaux sociaux, mais tu aimerais quand même, toi tu connais la vérité, tu aimerais quand même aider ces gens-là. Tu vas dans un commentaire, tu dis, ah, ce n'est pas ceci, c'est cela, mais ils vont t'insulter, est-ce que tu es comme ça, comment faire face à ces gens-là? Et aussi, concernant la communication aussi, souvent on part faire des caravanes dans les villes, par exemple à Ségou. On part faire face aux vieux. Tu vas aller donner des informations. Et ces vieux-là vont commencer à t'insulter. Comment faire face également à ces gens-là? Comment mieux communiquer pour que c'était ça mes deux questions. Merci. Ok, nous allons répondre à ces questions d'abord et ensuite nous allons continuer. La première question c'était pourquoi vraiment s'appesantir sur les influenceurs qui n'ont pas de notions spécifiques sur les questions de SR, alors qu'il y a des jeunes qui sont déjà actifs, qui ont des notions sur la santé de la reproduction et qui sont aptes à donner des informations fiables. Pourquoi ne pas former ces jeunes et les donner les capacités afin que eux ils soient les influenceurs au niveau à tous les niveaux? D'accord. Merci à la personne qui a posé la question. Je l'avais dit lors de mon intervention. Ok, je l'avais dit lors de mon intervention. Qui est influenceur? C'est la bonne question d'abord qu'il faut poser. Quels sont les critères éligibles pour être influenceur? On est jeune engagé dans une association. Est-ce que réellement on est influenceur? C'est ça la bonne question. Sinon, ce qu'il a dit, l'idéal serait que les jeunes déjà engagés, qui sont dotés en information, qui sont capacités, puissent vraiment influencer les autres jeunes. Mais si on forme déjà une dizaine, trentaine de jeunes, on a remarqué que après les formations, quel est le nombre de jeunes qui sont actifs sur le terrain et qui arrivent à contribuer à l'atteinte des objectifs par rapport à chaque projet? C'est ça la question. Nous, récemment, avec PECI, on a formé des influenceurs. Et si je ne me trompe pas, je parle sous contrôle de PECI, de SICAN qui est là. Sur les influenceurs sélectionnés, je peux dire que les 90% étaient des jeunes qui étaient déjà engagés dans des associations de lutte, des associations qui luttent en faveur, qui font la promotion plutôt de la santé de la reproduction. On n'est pas allé chercher loin en fait. C'est eux qu'on a réunis et on les a donné le maximum d'informations lors de la formation. Quel est votre nouveau rôle? Maintenant, on est dans le concept d'influenceur. Qu'est-ce qu'on entend des influenceurs? Qu'est-ce qu'il faut faire spécifiquement? Parce qu'on est en train de travailler sur les réseaux sociaux. Donc, c'est autre que la communication interpersonnelle. La péréducation que les jeunes connaissaient avant. Maintenant, c'est l'ère des numériques. Il faut l'utiliser à notre avantage. C'est plus facile d'utiliser quelqu'un qui a déjà la main dans la pâte que d'aller chercher une autre personne ailleurs. Mais il se trouve que ces personnes qui sont ailleurs, qui sont influenceurs aussi, sont vraiment bien considérées et influencent réellement sur l'audience demandée. C'est pourquoi on veut aussi les associer. On est obligé d'aller vers ces personnes-là. Donc ce n'est pas pour vous laisser, mais il faut qu'on travaille avec tout le monde, avec toutes les personnes, tous les jeunes, tous les influenceurs qui puissent vraiment nous aider dans notre tâche à communiquer, à informer, à sensibiliser les adolescents et les jeunes pour adopter un bon comportement. C'est ça la réponse que j'avais à donner et je pense qu'avec l'initiative de SICAN, on est dans la bonne dynamique et on ira loin. Si tu permets, je voulais aussi aller sur les caravanes d'information et maintenant, je suis d'accord avec toi par rapport à la plateforme de SICAN. Et SICAN est dans la salle. Lorsqu'ils sont allés présenter cette plateforme à l'ONASR, j'étais là et j'ai posé des questions auxquelles ils n'ont pas pu répondre. Sur combien de plateformes aujourd'hui au Mali arrivent à traquer les informations, l'impact des informations sur la fréquentation des centres? C'est la grande question. On n'est pas en train de parler d'une initiative, on est en train de parler du pays du Mali. Qu'est-ce qui a été fait à ce jour? Je sais que l'ONASR a mis en place beaucoup de stratégies. J'en ai mis également et je continue de les suivre et je suis toujours à l'ONASR.
Tanti, pour te répondre, pour dire qu'on va continuer à suivre. C'est ce que j'ai dit. Il faut que les acquis, qu'on puisse les conserver. On ne peut pas mettre en place un mécanisme et tourner les dos au mécanisme. On est obligé de l'accompagner d'une manière ou d'une autre parce qu'on est avant tout, on est malien et on travaille pour le gouvernement du Mali et on est obligé de contribuer pour l'atteinte des objectifs. La santé de la reproduction des adolescents, c'est un défi, c'est une préoccupation, c'est une priorité de tout le monde. Qu'on le veuille ou pas, nous avons tous des adolescents, des adolescentes chez nous. Si tu n'as pas un frère adolescent, tu as un enfant adolescent qu'il faut accompagner vraiment pour que la personne puisse avoir un avenir meilleur en matière de santé de la reproduction. Maintenant, par rapport aux campagnes d'information, comment est-ce qu'il faut aborder les personnes adultes? C'est la grande question. Parce que je sais que je suis surprise d'entendre cela parce que elle a reçu déjà des formations. Et pendant les formations, j'ai fait beaucoup de formations avec Tanti Awa. Nous avons donné la stratégie aux jeunes qui ont été formés. Comment est-ce que, quelle est la technique de la communication interpersonnelle? Comment est-ce qu'il faut aborder les thématiques? Comment est-ce qu'il faut poser les questions, quelle qu'en soit la personne qui est en face de toi? Normalement, même si on est confronté à ces genres de problèmes sur le terrain, on doit pouvoir y faire face efficacement. Nous avons vécu cela, nous avons fait le transfert de compétences, nous avons donné des formations et je pense qu'à ce niveau, il y a toujours des gens qui sont hostiles à certaines informations, mais il faut être astucieux et pouvoir comment est-ce qu'il faut les gérer pour qu'ils puissent vraiment contribuer à ta bonne véhiculer la bonne information. Donc je vais passer le micro à Kangai et je vais, avant de lui donner le micro, je vais faire un témoignage. Bembere une fois m'a tendu le micro, j'ai parlé de la gestion des menstrues. Amusez-vous pour aller sur la page de Bembere pour répondre à la question de la dame. Et il y a beaucoup d'insultes sur moi là-bas. Il y a des gens qui ont dit que je ne suis pas humaine, je ne suis pas musulmane. Comment est-ce que je peux parler de rapports sexuels pendant la période des menstrues? Il y a même un vieux dans mon quartier qui m'a dit que tu es une bonne personne, tu respectes les gens, mais j'aimerais que tu changes de métier. Parce que ce que tu dis là, ça ne va pas avec ton comportement. Et nous, on ne veut pas de cela dans notre quartier. Et j'ai relevé ce genre de défis. Et la faute, c'est Nyamouye, c'est elle qui m'a fait parler et on a tapé sur moi sur les réseaux sociaux. Elle va répondre à comment est-ce qu'il faut vraiment, quelle est l'attitude qu'il faut adopter par rapport à ce genre de réactions. Merci. Alors, merci beaucoup, Sadeh. Déjà, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, il faut avoir un mental d'acier. Voilà. On est là pour une bonne raison. On fait en sorte de ne pas perdre notre repère, d'atteindre notre objectif et de ne pas faire attention à tout ce qui se dit. Par rapport aux commentaires, alors lorsque tu viens mettre en commentaire telle information est fausse, il ne faut pas te limiter à ça. Il faut apporter des éléments factuels. Sur quelle étude tu te bases pour dire que c'est faux? Sur quelle recherche scientifique? Sur quel rapport? De quelle organisation? Donc, lorsque tu amènes les éléments factuels, les plus malins vont s'en servir. Maintenant, il y a deux sortes de personnes qui publient les fausses informations en ligne. Il y a ceux qui font de la mésinformation, c'est-à-dire qui ne sont pas avertis, qui ne savent pas qu'il s'agit de fausses informations, mais qui le publient quand même. Ces gens, lorsque tu essaies de les convaincre, ils sont plus susceptibles et plus réceptifs. Mais les gens qui font de la désinformation, qui est volontaire, qui est prémédité, ne vont jamais accepter les démentis. Parce qu'ils savent déjà que c'est faux. Ils le font pour un but précis. Donc lorsque toi tu viens en commentaire dire que non, tu as menti ou bien c'est faux, ça ne va rien arranger. Ils ne vont pas être réceptifs, ils ne vont pas accepter et ils vont pousser les autres qui sont dans le commentaire à t'insulter et à être de leur côté parce que eux, ils sont déjà conscients du fait que l'information soit fausse. Donc il faut toujours t'appuyer sur les éléments factuels pour mettre des commentaires et pour démentir une information. Voilà ce que je pouvais dire à ce niveau. Je pense que c'était la seule question qui m'était adressée. Okay. Alors, ensemble on sonne. Ensemble on sonne. Clap tout. Triplé. Alors, nous allons demander à nos panélistes de nous donner quelques mots et ensuite nous allons vraiment, on tend vers la fin.
de ce panel qui est vraiment intéressant. Mais nous allons donner la parole aux panélistes pour faire un tour par rapport à ce qu'ils peuvent ajouter à ce que les deux ont donné comme réponse aux questions. Et ensuite, on va continuer pour clôturer. Merci à Naba. Et merci aux jeunes qui ont posé la question par rapport à la formation. Pourquoi on ne cible pas les jeunes déjà qui ont des capacités qui sont engagées? Je lui mets à l'aise que l'ONASR est ouvert pour tout le monde. Et l'ONASR ne prend pas les jeunes individuellement, mais on les prend comme réseau ou association. Depuis avant la création de l'ONASR, le ministère de la Santé, à travers la Direction générale de la Santé, où il y avait la division santé de la reproduction, même les premiers plans national budgétisé de planification familiale a été élaboré avec l'implication du réseau des jeunes ambassadeurs. Donc les jeunes sont avec nous, nous travaillons avec eux et nous pensons que les jeunes qui n'ont pas la bonne information, c'est ces jeunes qui ont besoin d'être capacités. Donc si nous nous limitons aux jeunes qui sont engagés et les jeunes qui sont en train de divulguer des fausses informations, je pense que ce n'est pas le rôle de l'ONASR, ce n'est pas le rôle du ministère de la Santé. La porte est ouverte à tout le monde, on doit informer tout le monde. C'est pourquoi je l'ai dit au tout début que nous sommes là pour faire la cartographie, pour mettre en réseau tous ces jeunes, pour qu'on les forme, pour qu'ils puissent donner des informations fiables, précises, pour qu'ils puissent répondre aux besoins des jeunes et des adolescents. Merci Tanti. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que nous, jeunes, on devrait prendre notre vie en main. On devrait se soucier de nous-mêmes. On devrait poser des questions, être curieux et savoir comment chercher une bonne information fiable. L'accès à l'information, c'est très important. Aujourd'hui, à travers les influences qui mettent des choses, des paroles taboues pour attirer le public en vos fêtes. On devrait prendre la vie en charge et puis être curieuse de participer à des associations. On doit aussi poser des questions entre nous, entre jeunes au fait, je vais dire. Même dans les cliniques, il ne faut pas avoir peur. Il y a des gens qui disent que le moment même où ils posent le pied à l'hôpital, la désinformation est là. Ou bien ils sont divulgués partout. Il y a des jeunes qui disent ça. Si on leur demande, tanti ou bien genre, jeune, pourquoi tu ne pars pas à l'hôpital pour prendre certaines informations? Si je rentre à l'hôpital, les stagiaires vont dire je suis venu pour faire de la prostitution. Je mets des andelles ou bien des implants et puis je vais faire la prostitution. Ils sont là, ils ne causent pas avec les autres, ils ne sont pas inquiets pour eux-mêmes. Or que nous sommes là pour sensibiliser les autres, qu'un message vous passe et puis nous sommes là pour eux. L'association est là pour eux, Djigia même est là pour eux. Et puis l'IMPF est partout. Partout où tu pars, tu poses la question sur la santé de la reproduction. Aujourd'hui, les jeunes sont là pour t'aider. Mais ils ne sont pas au courant de ça. Quand même, je vais comprendre notre vie en charge pour avoir un avenir sain et briser les tabous. Merci beaucoup. Nous allons aussi passer le micro à Sané. D'accord. Merci à Naba. Moi, je vais formuler des mots. Bon, je ne vais pas clôturer. Je voudrais quand même remercier le programme Djigia pour l'initiative de ce panel. Et que des actions de ce genre se multiplient. Il faut qu'on arrive à mettre en place, à débattre de ces questions par rapport à la santé des adolescents et des jeunes régulièrement, même si c'est trimestriellement. Que les jeunes eux-mêmes viennent parler de leur situation et posent des questions et envisagent des réponses à ces questions. Il le faut parce que c'est eux qui sont les premiers acteurs et c'est à eux également de trouver la solution pour répondre à leurs besoins. Et je lance également un appel à tous les acteurs engagés de la santé et de la reproduction de s'associer aux initiatives de l'Office national de la santé et de la reproduction parce que c'est une structure jeune, une structure de coordination qui est confrontée à beaucoup de défis et qui a beaucoup d'ambition
par rapport à la santé de la reproduction. Et déjà, les résultats obtenus sont satisfaisants à l'échelle régionale parce que nous sommes maintenant, le Mali est 3e sur les 9 pays du partenariat Ouagadougou en matière de santé de la reproduction. C'est vraiment à féliciter et c'est aussi grâce à ce leader exceptionnel qui est le directeur général de l'Office national de la santé de la reproduction. Donc, je demande à tous les partenaires qui sont dans cette salle, à tous les acteurs engagés de s'associer aux initiatives de l'ONASR, du Mali, du ministère de la Santé, ensemble qu'on puisse s'engager et aussi au ministère de la Santé d'allier, d'associer la santé de la reproduction à ces initiatives. Je sais que récemment, vous avez mis en place un comité de gestion par rapport à la consommation des stupéfiants. Et vraiment, je suis restée sur ma faim parce que l'ONASR n'a pas réellement été sollicité pour accompagner ce processus. Et je sais que dans la stratégie, dans les stratégies citées dans le plan multisectoriel de la santé des adolescents et des jeunes, la thématique sur la consommation des stupéfiants et puis les accidents sur la voie publique sont vraiment des priorités citées dans ce plan multisectoriel. Monsieur le directeur national de la jeunesse, je vous demande de la même manière que vous vous êtes engagé à accompagner Djigia et de vous engager également à accompagner l'ONASR et ses acteurs, l'ensemble de ces acteurs pour relever ces différents défis. Donc merci à tous les panélistes et merci à tous ceux qui ont fait les déplacements pour venir nous suivre. Et je présente mes excuses si j'ai heurté la sensibilité de quelqu'un parce que c'est pas facile de parler de la santé de la reproduction sans pour autant, je ne dirais pas vomir, dire quelques vérités. Il le faut parce que nous, Maliens, on a tendance à maquiller, mais il faut qu'on se dise la vérité clairement. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on aille de l'avant. C'était ça en outre mes préoccupations. Merci beaucoup. Alors, après les remerciements de Sané, moi, je voulais juste inviter tous les acteurs de la santé de la reproduction au Mali, de pousser les jeunes à développer l'esprit critique. Parce qu'on parle de désinformation, on parle de SR, que les jeunes développent l'esprit critique et le doute cartésien. Douter de toutes les informations qu'ils voient sur les réseaux sociaux jusqu'à preuve du contraire. Apprendre à lire les commentaires aussi, à la recherche de démentis avec des éléments factuels qui peuvent les aider à s'orienter, mais aussi analyser le profil des acteurs qui font ce genre de publication. Est-ce qu'ils ont pour habitude de publier des questions SR? Est-ce qu'ils sont habilités à le faire? Est-ce qu'ils sont des spécialistes en la matière? Donc ce sont des petites astuces, en plus de l'observation, de la publication en question, de l'image ou de la vidéo qui est publiée pour faciliter la détection des fausses informations sur la SR et pour pouvoir les contrer. Merci beaucoup. Alors les jeunes, c'est comme ça qu'on remercie les panélistes. Tamariko. Comme je le disais, nous avons les jeunes de Djigia avec nous et nous avons une stratégie vraiment SR et PC et nous avons notre façon également d'applaudir et nous allons inviter un jeune du programme Djigia vraiment à faire cette prestation afin que nous puissions continuer avec l'aspect cérémonial pour clôturer ce panel. Alors, j'invite un jeune du programme pour cela. Sans le micro, c'est bon. Merci. Voilà, ça c'est l'applaudissement SR en Bambara. Quand les jeunes se regroupent en cercle, c'est ça qu'ils font pour ouvrir la séance et c'est ça qu'ils font également pour clôturer la séance. Et la séance, ce n'est pas seulement une cotisation de fonds, mais c'est une séance d'orientation et d'échange sur les questions de santé de la reproduction, des thématiques sur lesquelles les jeunes ont été formés et à leur tour maintenant, ils animent des séances de causerie avec leurs pairs. Ils cotisent et ces fonds peuvent servir de prêt également pour ces autres jeunes pour peut-être développer une activité générative de revenus et résoudre des problèmes de financement pour avoir accès aux services de santé. Donc voilà ce que Djigia fait
des jeunes sont là et nous sommes vraiment ravis de vous avoir accueillis. Et nous avons la directrice du programme avec nous qui va donner un mot et ses impressions par rapport à ce panel et surtout pour vous remercier pour le déplacement effectué. Et ce n'est pas du tout facile avec vos agendas très très chargés. Madame la directrice, s'il vous plaît. Ok, merci Naba. Je remercie tous ces charmants publics. Et encore une fois de plus, avant les remerciements, je vous présente toutes nos excuses, les excuses des CAEB par rapport à la chaleur. Je vois que vraiment les gens sont en train de souffrir de la chaleur. Malheureusement, leur électricité est partie. Nous avons les panneaux, mais les panneaux ne peuvent pas supporter les 2 gros climatiseurs que nous avons ici. Toutes nos excuses. Je sais que s'il y aura une autre émission, on va prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les gens soient à l'aise. Donc vraiment, nous sommes très honorés de voir tout ce qui s'est passé ici et on a beaucoup appris aussi à travers toutes ces personnes vraiment très impliquées dans la SR et très expérimentées par rapport à la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Donc, comme Naba a fait le ramasser, les jeunes de Djigya, la différence est que c'est une stratégie spéciale par rapport à l'EPC épargné pour le changement qui a servi de porte d'entrée pour nous dans les communautés et que c'est après les séances de sensibilisation, les jeunes font l'épargne. Donc, je pense que ça a boosté beaucoup de choses au niveau de ces jeunes-là. Et nous sommes aussi en train de travailler avec les prestataires de santé dans toutes nos localités. Donc, pour dire à Mme Yalkoué que nos prestataires sont aussi partout dans les communes où nous servons maintenant, les 92 communes dans lesquelles nous avons, dans les 4 régions. Les CSCOM, tous ces CSCOM sont en partenariat avec nous. Donc, nous serons ravis que l'ONASR aussi avec vous pour renforcer ces prestataires-là pour qu'ils puissent répondre mieux vraiment aux besoins de nos jeunes. Donc, en tout cas, pour ma part, j'ai été très satisfait de tout ce que nous avons appris et entendu ici. Et les jeunes sont venus aussi massivement. C'est vrai, avec la situation, tous les jeunes ne pourront pas parler, mais celle qui a parlé, elle a parlé au nom de tous les jeunes du programme Djigya. Donc, tous les remerciements pour vous, pour avoir fait le déplacement. Et un mot spécial pour le directeur de la jeunesse, qui malgré son agenda chargé, il était en train d'aller au ministère, mais il a changé le chemin pour être là avec nous. Vraiment, nous vous remercions très sincèrement. Et c'est pour nous montrer que lui, il est là, il est en train de se battre pour la cause des jeunes. Et on espère qu'on fera beaucoup d'autres émissions ensemble pour l'avenir. Ok, donc après le directeur, d'avoir salué le directeur de la jeunesse, j'avais dit dans mon introduction que ce programme est mis en œuvre avec les partenaires. On a 8 partenaires de mise en œuvre, dont il y a AMSS et Wale qui sont au niveau de Ségou. Les représentants sont là. À Mopti, c'est Hamid, UN et Yaktou. Les représentants sont là également. À Koulikoro, c'est l'ONG GRAT et GForce. Les représentants sont là. Et c'est Asma Devi dans la région de Kai. Donc, toutes ces ONG sont représentées dans cette salle aujourd'hui. Et tout le monde a effectué le déplacement parce que c'est une cause commune. Donc, un banc pour les PMO. Ok, les PMO là c'est très important pour nous parce que je sais que c'est eux qui ont les équipes sur le terrain et les jeunes là sont encadrés par les équipes des PMO. Nous faisons les renforcements des capacités, mais la mise en œuvre directe c'est eux avec notre accompagnement. Donc si on a réussi jusqu'ici, c'est avec l'apport de tout le monde. Et je sais que Corded aussi est là avec nous. Si tu dis Kayeb, tu dis Corded. Donc la grande dame de Corded, elle est là. C'est l'assistante technique qu'elle fait auprès de Kayeb pour que nous puissions être là où on est. Awa, tu as 2 mots à dire? Ok, bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être parmi vous ce matin.
Je suis Dr Awa Sidibé, je suis chef de projet pour coordonner tout le programme Djigia. C'est vraiment une très belle initiative que CAEB a eu à faire pour organiser ce débat télévisé. On l'a longtemps attendu, on l'a très bien préparé et je remercie surtout Naba qui était au four et au moulin jusqu'à hier très tard pour tout mettre en place. Bravo aux jeunes. Quand on voit les résultats qui sont vivants devant nous, ça fait vraiment plaisir. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites bien avant. Le chemin a été très long pour l'Alliance. Ce n'est pas toujours évident de 2019 à maintenant et on espère encore continuer. Ça nous fera énormément plaisir. Je remercie aussi l'ONASR, notre grand patron, bien entendu à travers son directeur, Dr Ben Moulay Idriss. Et je profite pour faire un petit plaidoyer au niveau de l'ONASR. Certes, nous sommes là pour accompagner l'État, mais nous aimerons aussi que l'État nous accompagne sur le terrain. Ok, sur ce, je vous remercie. Oui, merci beaucoup à tous. Et nous allons vraiment inviter Monsieur le secrétaire général de l'ONG CAEB, l'ONG lead du consortium qui met en place ce programme Jeunes Leaders Santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. On va lui laisser l'honneur de lever cette séance et vous inviter également à grignoter quelque chose au niveau de la porte. Merci bien et on va passer le... Merci beaucoup. Il y a une question essentielle qui est sur toutes les lèvres. Ça, c'est la question des réseaux sociaux. C'est un bien, en même temps un mal nécessaire. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse avec ça. Parce qu'on ne peut pas, on n'a pas le contrôle, mais il faut savoir distinguer la bonne et la mauvaise information. Je dis aux jeunes, il faut avoir le courage de lire. Il faut avoir le courage d'écouter les gens, de s'écouter aussi. Je ne cesserai de le dire, même l'autre jour dans cette même salle, j'étais en train de dire aux gens, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la connaissance. La compétence, même si on a tout l'or du monde, si on n'a pas les connaissances et la technologie nécessaire, on ne pourra jamais transformer. Ce pays-là nous appartient. Nous devons travailler, que ce soit dans le domaine technologique, la santé, l'éducation, l'agriculture. Tout doit être centré sur l'être humain. C'est l'être humain qui change. C'est l'être humain qui développe l'avenir, qui stabilise l'avenir. Donc, vraiment, merci beaucoup à ces panélistes. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont fait le déplacement, avec une mention spéciale pour le directeur national de la jeunesse et à tous nos collaborateurs qui sont certainement dans les villages, parce que je ne les oublie jamais. Ce sont eux, la cheville ouvrière. Ils sont de cœur avec nous. Je remercie tout le monde. Et vraiment, au nom de CAEB, la séance est levée et à la prochaine.